Avec le recul, est-ce qu'ils ont eu une empreinte significative sur l'évolution du mouvement syndical, par exemple? On n'a pas parlé jusqu'à maintenant des groupes communautaires parce qu'ils ont été très présents là aussi. Je vais être dur dans ma réponse. Je vais être assez sévère, mais ils n'ont eu aucune influence, comme marxistes et léninistes. Ils ont eu beaucoup d'influence comme syndicalistes. Oui. Ils ont eu beaucoup d'influence comme militants sociaux, comme personnes de gauche. Ils ont fait, par exemple, des réformes à l'intérieur des usines pour assurer la sécurité des ouvriers et des ouvrières qui des fois, ne sont pas contentés d'améliorer le sort des gens qui étaient dans l'usine, mais qui ont été une source d'inspiration pour d'autres groupes dans d'autres usines. Donc, ça a fait boule de neige. Donc, ils ont eu, sur toutes sortes de questions, une influence majeure. Mais lorsque cette influence majeure est avérée, c'est toujours parce qu'elle se situe en dehors même de la pensée marxiste-léniniste. Donc, il n'y a eu nulle part où le centralisme démocratique a donné du bon. Il n'y a eu nulle part où l'orthodoxie maoïste a donné du bon. Il n'y a eu nulle part où la volonté de dire que le féminisme est une condition secondaire par rapport à la condition primaire entre le capital et le travail, que ça a donné du bon. Hein. Aucune fois, on a forcé les gens qui étaient militants et militantes homosexuels pour le bien du parti à se prétendre hétérosexuels. Nul moment on peut dire que ça a été une bonne chose. Donc, à la fois une grande influence, mais en dehors de leur objectif principal. Mais si on se situe simplement à l'intérieur, stricto sensu, des limites de la pensée marxiste-léniniste, l'influence a été nulle. J'irais même plus loin parce que très souvent, malheureusement, il y a eu beaucoup de backlash en bon français. Il y a des gens qui ont été froissés, blessés même par les attitudes de certaines militantes et militants et des gens parce que ça pouvait être très dur, les propos qu'ils tenaient. Et il y a des gens qui ont préféré s'aborder carrément leur organisation, leur association, plutôt que de continuer. C'est arrivé beaucoup dans les groupes communautaires. Avec les ML, oui, exact. Est-ce qu'on a pu mesurer quelque peu comment ils ont étendu leur influence? Est-ce que ça a permis, par exemple, à la Ligue communiste, qui est devenue le PCO ensuite, de grossir assez rare? Sur ce plan-là, ils ont eu beaucoup moins de succès. En fait, ils constataient rapidement que leurs efforts plus théoriques, leur volonté de diffuser la pensée marxiste-léniniste, ça rejoignait moins les travailleurs et travailleuses. Ce qui fonctionnait, c'était la mobilisation sur des enjeux concrets. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont eu aucun succès. Puis en fait, il ne faut surtout pas considérer les deux comme mutuellement exclusifs. Parce que souvent, ce qui se passait, c'est que ceux qui réussissaient le mieux à obtenir des gains concrets sur le plan des conditions de travail, sur le plan syndical, c'était aussi ceux qui réussissaient davantage à diffuser la pensée marxiste-léniniste. Donc, ce qui se passait, c'est que concrètement, les militants marxistes-léninistes arrivaient dans un milieu de travail en se disant, bon, d'abord, on va commencer par apprendre le métier, apprendre à faire la tâche, devenir un ouvrier compétent, parce que la pire chose pour convaincre les autres ouvriers, c'est de ralentir la chaîne de montage. Donc, il faut évidemment ne pas trop se faire repérer par les patrons pour ne pas se faire mettre dehors immédiatement. Donc, montrer qu'on est quand même un bon travailleur, entre guillemets. Ensuite, commencer tranquillement à connaître comment fonctionne le milieu, qui fait quoi, c'est quoi les différents départements, c'est quoi le processus de production. Puis là, commencer à voir c'est quoi les difficultés, c'est quoi qui pose problème, c'est quoi qui soulève la colère des travailleurs et travailleuses, puis éventuellement se mobiliser sur ces questions-là. Donc, souvent, ce qui se passait, c'est que autour d'une question spécifique, par exemple, les cadences de travail ou la nocivité d'un produit qui était utilisé dans le processus de production ou d'autres questions très concrètes comme ça, on mobilisait un comité de gens. Puis là, parmi les plus motivés de ce comité-là, on en recrutait quelques-uns pour participer à un cercle de lecture d'idées marxistes-léninistes. Donc, s'il y avait, par exemple, 15 à 20 personnes dans le comité sur un enjeu concret, bien, il pouvait y avoir 6 personnes dans un cercle de lecture marxiste-léniniste, ce qui est quand même pas rien. Amener des
des gens qui n'ont pas nécessairement d'éducation formelle à s'intéresser à la pensée marxiste. C'est quand même un défi. Je prends l'exemple d'un implanté à Atlas Asbestos, qui était une usine qui fabriquait des produits d'amiante dans l'est de Montréal. On sait aujourd'hui à quel point l'amiante est un produit hautement toxique et polluant. À l'époque, on commençait de plus en plus à savoir. Il y a de plus en plus d'études qui sortaient sur le sujet, mais ce n'était pas encore largement connu. L'implanté à Atlas Asbestos m'expliquait que à l'usine où est-ce qu'il travaillait, les gens arrivaient avec leur linge ordinaire, leurs jeans, leurs t-shirts, retournaient chez eux avec le même linge, donc ils transportaient la poussière d'amiante. Donc, une des luttes qu'ils ont menées, c'est une grève de plusieurs mois où une des revendications, c'était d'avoir des uniformes de travail qui étaient fournis et lavés par la compagnie avec des espaces pour se changer. Donc, ça, c'est quelque chose qu'ils ont obtenu. Puis, l'implanté m'expliquait qu'en fait, son background intellectuel lui a été utile dans cette lutte-là. Lui était délégué santé-sécurité au travail dans l'usine, donc il avait eu la confiance de ses collègues pour occuper cette fonction-là. Puis dans la cellule communiste dans laquelle il était impliqué, on discutait beaucoup d'une récente étude qui avait été faite par l'école Mount Sinai à New York, sur l'amiantose, sur les conséquences que l'amiante avait sur la santé. Donc, lui, en tant que jeune militant qui avait fait le collège classique, qui avait une certaine éducation, une certaine scolarisation, il pouvait prendre cette étude-là, écrite en anglais, la lire, la traduire, la simplifier, l'expliquer à ses collègues. Donc ça a été une de ses contributions à une lutte concrète. La durabilité de certaines de ces actions. Oui, le cas d'Expro est peut-être le plus intéressant de l'expérience d'implantation ML en milieu de travail. Expro, c'est une usine d'explosifs, plus précisément une usine de munitions, qui a porté plusieurs noms au fil de son histoire. C'est une usine qui a été construite pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui existe encore, qui occupe une énorme superficie dans la municipalité de Valleyfield. C'est une usine dont la main-d'œuvre a fluctué au fil des années. Il y a eu des périodes de licenciement massif, des périodes d'embauche massive. En 1978, au moment d'une période d'embauche massive, il y a une dizaine de militants marxistes-léninistes qui ont profité de la vague d'embauche pour se faire engager à Expro. Et ils ont été particulièrement efficaces dans leur implantation à Expro. Déjà, il faut savoir que c'était une usine où il y avait déjà un syndicat qui était très actif, très mobilisé. Et c'était un milieu qui était très dangereux. C'est une usine d'explosifs. Donc, d'une part, il y avait régulièrement des accidents, des incendies, des explosions, dont des explosions qui ont été mortelles. Donc, il y a eu des graves accidents de travail. Il y avait aussi des déversements d'acide, des produits nocifs, des produits toxiques qui étaient utilisés dans la production des explosifs. Donc, il y a eu, par exemple, le cas d'un militant implanté qui, dans ses premières journées, a assisté à un incendie dans la tour qui était juste à côté du bâtiment où il se trouvait. Lui a eu le réflexe de dire à ses collègues « on sort immédiatement ». C'est trop dangereux, il faut sortir, alors que d'autres étaient plus hésitants, se disaient, bon, ça peut passer, ça ne nous touchera pas nécessairement, etc. Lui s'est dit, on sort. Dès le départ, ça lui a donné la confiance de ses collègues. Ça a fait en sorte que les gens l'ont vu comme quelqu'un qui avait du guts. Les militants implantés à Expro formaient un noyau, il était une dizaine, donc déjà, ça leur donnait une certaine masse critique pour être présent dans différents départements, donc avoir une meilleure connaissance de ce qui se passe dans l'usine, c'est quoi les tendances, c'est quoi l'atmosphère, c'est quoi les enjeux dans différentes parties de l'usine.
Ils ont réussi aussi à mobiliser des connaissances scientifiques sur les produits, sur la toxicité du processus de production pour mobiliser les travailleurs sur des enjeux concrets de santé et sécurité au travail. Ils se sont aussi rapidement impliqués en collaboration avec le syndicat qui, comme je l'ai dit, était militant, était déjà mobilisé, actif, conscientisé, mais c'était un syndicat qui était combatif, mais pas nécessairement très démocratique. Donc, un des premiers efforts qui a été fait par les militants marxistes-léninistes, ça a été de mettre en place plus d'assemblées générales, mettre en place un journal pour diffuser des informations sur le plancher de l'usine, de faire une sorte de conseil général aussi pour élargir la prise de décision pour pas que ça soit seulement le conseil exécutif du syndicat qui prenne des décisions, mais que ça inclue aussi les délégués de différents départements. Et tout ça, ça a eu des effets positifs à long terme. Ça a créé un lien de confiance entre les militants et les travailleurs. Il y a eu plusieurs grèves au fil des années qui ont été, ça n'a pas tout été des victoires évidemment, mais il y a eu des grèves qui ont été victorieuses. Donc tout ça, ça a fait en sorte que les militants d'Expro ont eu une forte base de soutien. Éventuellement, il y a plusieurs d'entre eux qui ont été élus sur l'exécutif du syndicat au cours des années 80. Donc, c'est des gens qui ont continué à militer. Donc, plusieurs d'entre eux ont continué à militer dans l'usine, même après la disparition des groupes marxistes-léninistes. Donc, ils ne se définissaient plus nécessairement comme marxistes-léninistes, mais ils avaient été formés avec une vision marxiste de l'action politique et ils ont poursuivi le souci d'être plus combatifs, plus démocratiques. Ça a fait en sorte qu'ils se sont retrouvés dans un contexte paradoxalement favorable à la fin des années 80, au début des années 90, pour mettre en œuvre un projet de co-gestion dans l'entreprise. Donc, il faut se remettre dans le contexte, c'est l'effondrement du mur de Berlin, c'est la fin de la guerre froide, donc c'est aussi la fin de la course aux armements. Donc, les dépenses militaires sont réduites de manière importante partout en Occident. Et ça a des conséquences majeures sur les employés des usines de l'industrie militaire. Donc, il y a des centaines de personnes dont les emplois sont menacés. En réaction à ça, ce que les gens du syndicat d'Expro proposent, c'est de participer au financement de l'usine pour maintenir les emplois, mais en échange du financement, d'obtenir des parts dans l'entreprise, donc de participer aux décisions. Donc, le syndicat a mis sur pied une coopérative de travailleurs. Chaque travailleur a dû mettre un montant d'argent pour investir dans l'entreprise. Et il y a eu des licenciements, mais il y en a eu moins que ce qui avait été prévu s'il n'y avait pas eu le projet de cogestion. Il y a eu aussi des ajustements. Les gens ont dû accepter certaines baisses de salaire, certaines baisses de leurs conditions de travail, mais il y a des centaines de personnes qui ont pu conserver leur emploi. Et en plus, la coopérative de travailleurs a obtenu un droit de regard sur un ensemble de décisions, dont celles qui touchent au processus de production en tant que tel. Donc, à qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Donc là, ça a permis de mettre en œuvre des nouvelles mesures de santé et de sécurité, mais aussi de réfléchir à qu'est-ce qu'on produit. Parce qu'évidemment, depuis au moins les années 70, les gens étaient très conscients du fait que plus ça allait mal dans le monde d'un point de vue géopolitique, plus ça allait bien du point de vue de l'emploi pour eux, et vice-versa. Donc, il y avait depuis longtemps le désir de s'éloigner de la production militaire. Donc, ce que la coopérative a proposé, ça a été de démilitariser une partie de la production. Donc, ils ont envisagé plusieurs scénarios. Ils ont plutôt misé sur les sacs gonflables des voitures. Parce qu'en fait, pour déclencher un sac gonflable, il faut une poudre explosive. Le même type de poudre explosive qui peut être produite pour l'armement peut être utilisé pour sauver des vies.
Donc, ils ont réussi à démilitariser jusqu'à 50% de la production de l'usine. Donc, c'est vraiment substantiel. Ça leur a permis de préserver leurs emplois. Et tout ça a pu se faire justement parce qu'il y avait une culture démocratique et une culture de combativité qui s'était créée au fil des années, entre autres grâce à l'intervention des militants marxistes-léninistes. Donc, cette culture-là de cogestion a été possible grâce à des années de travail, de mobilisation et de démocratisation du syndicat. Est-ce que cette structure de participation existe encore? Non, malheureusement, au début des années 2000, il y a eu... l'usine s'est encore retrouvée en difficulté financière. Et à ce moment-là, le syndicat a envisagé différents scénarios, mais finalement, l'entreprise qui a racheté l'usine à l'époque, c'était SNC-Lavalin. Et SNC-Lavalin, dès le départ, a imposé comme condition l'abolition de la structure de cogestion. Et à l'époque, les travailleurs ont fait le choix déchirant de dissoudre leur coopérative pour maintenir leur emploi. Donc, la coopérative a duré environ 8 ans. Mais une chose qui est intéressante, c'est que les travailleurs ont vendu à profit leurs parts. En fait, SNC-Lavalin a racheté les parts que chaque travailleur avait mis dans l'entreprise. Donc, non seulement ils ont sauvé leur emploi, mais ils ont en plus expérimenté une forme de démocratie industrielle pendant quelques années et ils ont obtenu un profit à la fin au moment du rachat. Le grand impact que le mouvement a eu, je pense, c'est sur les individus eux-mêmes. Parce que c'est une école de militantisme extraordinaire. Tu apprends plein de choses. Puis là, à temps plein, plus qu'à temps plein, là, tu fais de l'overtime le soir, la fin de semaine, tu es tout le temps là-dedans. Et tu réussis à comprendre comment, par exemple, proposer un agenda dans une réunion syndicale, comment ameuter les gens pour qu'ils participent à une manifestation, comment rédiger un article de journal pour que ça soit à la fois punché et informatif. Et tu vois des gens qui ont gravité donc, dans ces organisations 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans plus tard. Et ils ont encore cette espèce de feu de saphir. De flamme, oui. Et puis, ils ont toute cette expérience qu'ils ont acquise au sein des organisations maoïstes. Et ça, je pense que c'est le plus grand legs. C'est un legs de transmission de ce que c'est que ça veut dire lutter pour l'égalité et la justice. Et puis, ce feu qu'ils ont, puis qui a été, on va dire, ravivé par les épreuves et les expériences, bien, il peut être transmis, hein, il peut être redonné aux générations suivantes. C'est quelque chose le témoignage d'une vie consacrée à la justice, ça vaut en soi et ça permet ensuite de ça aux autres générations qui viennent ensuite de continuer le combat. Beaucoup de ces militants, d'ailleurs, ont transposé leur action ailleurs. Ce qu'on a appris dans cette construction théorique du marxisme-léninisme, etc., c'était analyser les conjonctures, comprendre, la dialectique, les relations, des façons d'aborder puis d'analyser que, tu sais, quand moi, j'ai dirigé le chantier, là, on commençait toujours avec une analyse de la conjoncture. C'était des vieux patterns, mais, tu sais, c'est sûr, on faisait pas la même analyse qu'à l'époque, puis ce qui en sortait avait rien à voir, mais il y a des disciplines de compréhension de ton milieu pour savoir comment, puis c'est quoi, tu sais, comment tu construis des alliances, des fronts unis, comment tu identifies que c'est quoi la contradiction principale, c'est quoi l'enjeu principal dans un lutte. Comme les organisations ont tombé en 83, les deux grandes organisations qui se sont fait harakiri, ben, ils n'ont pas eu le choix de se tourner vers autre chose. Il y a eu des années d'errance quand même, parce que c'est pas facile. Hein. Les gens racontent comment leur liberté retrouvée, parce que là, ils passent de semaines extrêmement intenses. Ils étaient plus encadrés. Là. Ah oui, c'est ça, à un moment où ils sont laissés à eux-mêmes. Et il y en a pour qui ça a été quand même assez difficile. C'était la traversée du désert. Mais éventuellement, ils se sont retrouvés des combats qui ont à peu près tous été dans la trajectoire du maoïsme. Il y a quelques personnes qui ont retourné leur veste, mais en général, dans la trajectoire du communisme. Ouais. Mais sans l'aspect dogmatique et doctrinaire des organisations maoïstes. J'ai étudié à l'Université de Montréal en sciences économiques. Évidemment, à cette époque-là, il y avait des groupes politiques qui étaient très présents sur les différents campus, aussi bien des groupes
maoïstes, trotskistes, et moi j'étais plus proche d'un groupe trotskiste qui s'appelait le groupe marxiste révolutionnaire. C'est pas la moitié. Je m'étais intéressé à la politique beaucoup à cause du coup d'État au Chili, parce que j'avais mis beaucoup d'espoir dans la démarche démocratique que le Chili avait entrepris pour aller vers le socialisme. Et puis quand il y a eu le coup d'État, ben, je me suis aperçu que la démocratie avait ses limites, et donc un peu par romantisme, j'ai commencé à militer dans un groupe d'extrême gauche, ce qui a été le cas de beaucoup de monde, comme vous savez. Oui, Gilles Duceppe ou Alain Dubuc. D'ailleurs, Alain Dubuc était exactement dans le même groupe politique que moi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu des héritiers de ces mouvements? Sans aucun doute. Il y a plusieurs personnes, on le voit dans les sondages au Canada, aux États-Unis, il y a plusieurs personnes qui aujourd'hui, puis en proportion étonnante, là, se réclament du socialisme et même du communisme à des niveaux qu'on n'a jamais vus auparavant. Donc, il y a vraiment une sensibilité pour ce genre de lutte sociale. Mais ce qui manque à ceux qui se veulent les héritiers, les héritières du maoïsme, ce qui leur manque, c'est une véritable société sur Terre, ici, maintenant, qui puisse Un modèle. de guide et de phare. Oui, exactement. Là. Alors, la Chine, c'est fini. L'Albanie, c'est fini. Et donc, ils se disent, oui, on veut, nous aussi, comme eux, rêver. Mais leur rêve est désincarné. Oui, il n'y a pas de modèle. Les groupes aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer la ressurgence de groupes structurés et enlignés comme l'étaient les ML dans les années 70? Il y a des conditions qui sont nécessaires pour l'émergence des groupes révolutionnaires. Ça ne surgit pas comme ça sui generis parce que les gens simplement ont des bonnes idées et des bonnes valeurs. Ça se passe pas comme ça dans une société. Ça prend vraiment un contexte particulier qui favorise ou non la mobilisation populaire. Or, on sait, je le disais tout à l'heure, mais on sait que si jamais les conditions économiques sont bonnes, les gens ont plus tendance à élaborer des projets d'ensemble, collectifs, et transformateurs. Et puis, lorsque les conditions sont mauvaises, on a l'impression que notre avenir est bouché, que la survie économique est difficile, bien, on se tourne souvent vers des stratégies plus individualistes. Oui. Alors, les années 70, c'est un moment où, avec très peu d'argent, très peu d'argent, on pouvait facilement survivre à Montréal. Oui. Le loyer coûtait rien, la bouffe coûtait rien, les transports en commun, c'était beaucoup plus facile parce que aussi la taille de Montréal était plus petite. Aujourd'hui, avec l'étalement urbain, c'est beaucoup grossi. Donc, il y avait toutes sortes de choses qui faisaient en sorte que les gens pouvaient dire, moi, je suis capable de décrocher du système, puis j'en pâtirais pas trop. Même en dehors du système, je suis capable d'être bien, puis de me consacrer donc à quelque chose en quoi je crois. Et aujourd'hui, ben, si vous décrochez du système, préparez-vous parce que vous allez vraiment subir la misère. Ça va être extrêmement difficile. Même dans le système, au bas de l'échelle, vous souffrez. Imaginez-vous si vous dites, moi, je vais essayer d'en sortir. Mais les crispations idéologiques du temps sont inimaginables aujourd'hui, non? Ils sont inimaginables aujourd'hui. C'est curieux parce que le système est beaucoup plus détestable d'un point de vue capitaliste. Oui, d'accord. Qu'il était il y a 50 ans. Donc, objectivement. Objectivement, on peut facilement l'imaginer. On est dans une société qui n'a jamais été aussi exécrable pour ce qui est de la destruction de l'environnement, de la destruction des rapports sociaux. On produit de la misère humaine au quotidien. On produit de l'isolement, de la solitude de manière épidémique. On a fait des écarts de richesse entre les pauvres et les riches qui sont à des niveaux stratosphériques qu'on n'a jamais vus depuis la fin du 19e siècle, au moment des robber barons. Donc, on ne peut pas dire que le portrait qu'on a de la société québécoise ne favorise pas une indignation au moins aussi vive, peut-être même supérieure à celle des militants marxistes-léninistes tout au long des années 70. De ce côté-là, il n'y a pas de raison à ce qu'il n'y a pas des gens qui veulent se consacrer à la révolution. Mais lorsque se disent prêts à faire le pas, ils voient que les conditions concrètes, pratiques du militantisme sont beaucoup plus difficiles il y a 50 ans ou 60 ans. Il y a quand même des mouvements, même s'ils ne sont pas identiques, de jeunes militants qui parfois apparaissent dans l'actualité. On l'a vu avec tous les mouvements de défense des droits des Palestiniens, des mouvements de protestation contre l'action d'Israël en Palestine. On le voit aussi avec les groupes de militants écologistes.
Est-ce que ça, c'est quand même un peu un héritage de l'action des groupes marxistes? Et de citer l'exemple de la Palestine, ma mère est palestinienne. C'est un bel exemple d'une tragédie qui n'a pas de fin. Ouais. Les groupes se sont soulevés à répétition depuis la fin des années 40, depuis la case pour demander des réparations, puis une solution acceptable à la fois palestinienne et aux Israéliens. Puis on voit qu'on est confronté à chaque fois qu'il y a une mobilisation populaire à des répressions de plus en plus vives. Ah oui. Donc, c'est pas parce que, un, il y a des erreurs, et deux, il y a des gens, non seulement qui en souffrent, mais qui essayent de revendiquer, puis de se rebeller, de protester pour arriver à des solutions acceptables pour tous. C'est pas parce que ces deux conditions sont réunies que forcément on arrive vers quelque chose de mieux. On peut stagner, piétiner, des fois même reculer, faire des marches en arrière. On le voit qu'il n'y a pas de lien direct entre la souffrance humaine et puis des lendemains qui changent. J'insiste pour dire que ceux qui se cachent et qui n'osent pas dire qu'ils étaient là-dedans cette époque-là, moi je les trouve un peu lâches. Parce qu'il faut qu'on soit capable de reconnaître, premièrement, nos erreurs, mais qu'on reconnaisse aussi qu'on était de bonne foi. On était jeunes, on ne savait pas tout. Il y avait plein de choses que je ne savais pas, moi, de ce qui se passait ailleurs. On voulait vraiment changer le monde. On voulait vraiment se battre contre les inégalités sociales. Fait que ça partait de quelque chose de bon, mais on n'a pas pris le bon chemin. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. Pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Pour que le vol rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud.